Et si être singulier, au fond, c'était bien plus que juste être différent. On a souvent cette image en tête. La singularité, ce serait comme une essence, un trésor unique caché au fond de soi. Mais qu'est-ce que la psychologie nous dit vraiment sur la façon dont on construit notre individualité? Attention, la réponse risque de bousculer quelques idées reçues. C'est une belle idée, n'est-ce pas? Cette notion un peu romantique de l'authenticité, d'une nature profonde qu'il suffirait de laisser s'exprimer. C'est très séduisant, mais est-ce que la construction de soi est vraiment aussi simple que ça? La réponse courte? Non, pas du tout. Pour la perspective psychodynamique, la singularité, ce n'est pas un diamant qu'on découvre par hasard. C'est plutôt une sculpture qu'on façonne soi-même, petit à petit, tout au long de la vie. Bref, c'est un travail constant. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bousculer l'idée même de singularité. Ensuite, on plongera dans ses fondations psychiques. On apprendra aussi à faire la différence entre une vraie singularité et ses imitations. Puis, on verra comment elle nous sert de bouclier contre la norme. Et enfin, on comprendra pourquoi c'est l'expression ultime de la complexité intérieure. Allez, on commence fort. Il est temps de déconstruire cette idée si répandue. Qu'est-ce que la singularité si ce n'est pas simplement le fait d'être différent des autres? Là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, l'idée un peu facile et, disons-le, confortable, d'une essence qui serait là depuis le début, une authenticité qu'il faudrait juste trouver, et de l'autre, une vision beaucoup plus dynamique. On n'est pas singulier, on le devient. C'est un processus actif, un ajustement de tous les instants face à nos conflits intérieurs, et ça dure toute la vie. Bon, voici la définition un peu plus formelle. La subjectivation, c'est tout simplement le processus qui fait qu'on devient un sujet, un individu unique. En gros, il s'agit de prendre toutes les influences qui nous ont construits, nos parents, notre culture, nos héros, et de se les approprier à notre manière, en prenant juste assez de distance pour forger notre propre identité. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Comment on la construit cette fameuse singularité? Jetons un œil à l'architecture psychique qui la soutient. Tout repose sur 3 grands piliers. D'abord, l'intégration. Il faut digérer nos modèles pour créer quelque chose de nouveau, pas juste une copie. Ensuite, on a besoin de s'appuyer sur ce qu'on appelle des objets internes. Imaginez ça comme des souvenirs solides et bienveillants de nos proches, qui nous donnent une base stable. Et enfin, le plus important, apprendre à transformer nos conflits intérieurs, cette lutte permanente entre nos désirs et les interdits, en une véritable énergie, un moteur de changement. Et cette idée, elle est absolument centrale. Une personne singulière, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de conflit. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui a appris à vivre avec ses tensions, à les utiliser comme une force créatrice, sans que tout ça ne mène à une sorte d'implosion psychique. Passons maintenant à une distinction vraiment essentielle, parce que toutes les manières d'être unique ne se valent pas. Parfois, vouloir se montrer différent à tout prix, c'est même le signe du contraire d'une force intérieure. En fait, on peut distinguer 3 grands styles. Il y a la personne inhibée, qui se fond dans la masse par peur de s'affirmer. À l'opposé, on a le pseudo-radical, celui qui crie sa différence sur tous les toits, mais qui cache une énorme fragilité et un besoin constant d'attention. Et puis, il y a la singularité mature. Elle est calme, solide. Elle n'a rien à prouver à personne et elle résiste à la pression sans faire de vagues. Et la différence fondamentale entre ces styles, elle se trouve dans le narcissisme. Le narcissisme mature, c'est une estime de soi solide, intériorisée, qui n'a pas besoin des applaudissements des autres. C'est la base de la vraie singularité. Le narcissisme défensif, lui, c'est un puits sans fond. Il a un besoin vital du regard extérieur pour exister. Il mime indépendance, mais en réalité, il est ultra dépendant. Bien. Mais alors, à quoi elle sert, cette singularité mature dans la vie de tous les jours? Eh bien, sa fonction principale, c'est de nous protéger. C'est une forme de résistance. Le philosophe Michel Foucault l'a bien montré. On vit dans des sociétés qui constamment cherchent à nous normaliser, à nous faire rentrer dans des cases. Que ce soit à l'école, au travail ou via les médias, la pression est partout. Et cette pression extérieure, elle finit par s'installer en nous. Elle devient cette petite voix, ce critique intérieur super rigide qui nous dit sans cesse comment il faut être, comment il faut penser, et qui bien sûr menace notre individualité. Et c'est justement face à cette pression que la singularité devient notre bouclier. C'est comme si toute l'énergie qu'on met à construire notre monde intérieur créait une sorte de champ de force qui nous protège des injonctions à être comme tout le monde. Et le point le plus important, il est là. Résister, ça ne veut pas dire se rebeller pour se rebeller, être contre tout le temps. Non. C'est avoir une véritable colonne vertébrale psychique, un système de valeurs tellement solide qu'il agit comme un filtre et qu'il empêche les pressions extérieures de nous envahir complètement. Pour conclure, allons encore un peu plus loin. La singularité, ce n'est pas seulement une défense. C'est aussi et surtout l'expression de la richesse de notre vie psychique. Le concept clé, ici, c'est la symbolisation. C'est notre capacité à prendre ce qui nous arrive, une émotion forte, un événement brutal, et de le transformer en sens, d'en faire une pensée, une histoire, plutôt que de simplement réagir de manière impulsive.
Une singularité riche, c'est le signe d'une grande capacité de symbolisation. Alors que faut-il retenir de tout ça ? D'abord, que la singularité n'est pas un cadeau, c'est une construction de tous les jours. Ensuite, qu'elle se nourrit de nos conflits et non de leur absence. Rappelons-nous aussi que la vraie force est souvent discrète, bien loin des imitations bruyantes et performatives. La singularité est un bouclier, oui, mais c'est surtout la preuve d'un esprit assez riche et souple pour naviguer dans la complexité du monde et de soi-même. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Plutôt que de chercher à tout prix à se démarquer des autres, peut-être que le véritable défi, la force authentique, c'est d'abord d'apprendre à accepter et à faire cohabiter toutes les parties contradictoires qui sont en nous.